Donc une petite aide pour les questions 17, 18 et 19. Pour la question 17, il s'agit d'essayer d'évaluer ce qui va se passer lorsque l'engin va aborder la marche qui est ici. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la roue avant va descendre. Ça va avoir un impact en fait sur la position de la masse et notamment son altitude, c'est-à-dire sa position sur Y. Voilà. Alors comment traiter ça? On va considérer que les axes A, B et G2 forment un seul bloc, puisqu'on considère que tout l'ensemble est un seul solide. Donc les distances entre n'importe quel point du solide ne bougent pas. J'ai représenté ça comme ça. J'ai mis en vert ici l'engin dans sa position de départ. Et j'ai donc repéré les distances AB, B, G2, ainsi que du coup l'angle qu'il y a entre AB et G2. Tout cet ensemble vert forme un bloc. Quand l'ensemble descend la marche, on va retrouver les roues avant et arrière ici, occupant les positions A', B'. Je retrouve bien mon angle rigide alpha ici, avec la même distance, B', G'2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la roue avant a son centre qui a baissé d'une certaine hauteur. Et on constate que, pareil, le centre de gravité de la charge 2 est passé de la position G2 à la position G'2, soit une différence d'altitude que j'appelle H charge. Si je mets en place un repère, et notamment les altitudes ici, Z, cette différence, cette hauteur, c'est en fait la différence de l'altitude qu'il y avait pour le point G2 à un instant 0 et l'altitude à l'instant final, au moment où la roue touche. Pareil pour la roue qui est ici, elle avait une altitude initiale ici, elle se retrouve avec une altitude finale ici, et la différence des deux altitudes, ce sont bien les hauteurs. Voilà. Donc pourquoi constate-t-on que la différence d'altitude concernant la charge est supérieure à la différence d'altitude concernant la roue avant? Il faut bien regarder ce qui se passe. Tout se passe comme si, en fait, arrivé à cet instant-là, juste avant l'instant où la roue arrière arrive en B', juste avant, la roue avant n'a pas encore franchi la marche, juste après elle franchit la marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'ensemble tourne autour de B'. Ça va tourner autour de B' en formant un angle par rapport à l'horizontale, un angle que j'ai appelé β. D'accord? Eh bien, on a cette distance-là supérieure à celle-ci, tout simplement parce que pour un angle de rotation β donné, la distance B', G'2 est supérieure à la distance B' A'2. Et comme on est dans un mouvement de rotation, si vous voulez, l'arc AA', donc l'arc ici, le cercle, est supérieur à l'arc qu'on aurait ici. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore que l'angle alpha soit très éloigné de 90 degrés. Je m'explique. Si j'avais ça, A, B comme ça, et G2 ici. Quand je vais me retrouver comme ça avec un angle β, je vais tourner de β comme ça. L'angle β, il va de là à là. Finalement, mon G'2, il n'aura pas changé d'altitude. Ça, c'est parce que mon angle de départ, alpha, est proche des 90 degrés, voire légèrement supérieur. Il ne faut surtout pas avoir ça. Il faut bien que alpha soit relativement faible et surtout éloigné des 90 degrés. Sinon, on n'a pas de différence d'altitude de marquer, même si BG2 est plus grand que BA. Voilà, pour la question 17. Pour la question 18, on vous demande de déterminer une variation d'énergie potentielle de la charge. Alors, on va d'abord définir ce qu'on appelle l'énergie potentielle de la charge. Ici, c'est ce qu'on appelle, plus précisément, l'énergie potentielle de pesanteur. On a notre charge de masse M2, posée sur nos fourches, qui a son centre de gravité G2. Si je mets en place un repère me permettant d'évaluer l'altitude de la charge, je vais pouvoir dire ici que j'ai Z2 à l'instant T. Maintenant, si ma charge n'est considérée que comme ça, sans les fourches, si je la laisse comme ça, sous l'effet du poids, elle va descendre. Au bout d'un certain temps, je vais la retrouver ici, en G'2, alors qu'ici, elle était là. Ce premier instant, je l'appelle T1, ce deuxième instant, je l'appelle T2. J'ai donc l'altitude de ma charge 2 à l'instant T2.
Alors qu'est-ce qu'on appelle énergie potentielle de pesanteur? C'est tout simplement EP, P pour pesanteur, à l'instant T, c'est le produit de la masse, donc ici je vais l'appeler M2, fois G, fois l'altitude de la masse à l'instant P donné. C'est tout simplement ça. C'est une énergie qui s'exprime en joules lorsque vous avez bien mis la masse en kilogrammes et l'altitude en mètres. Ça, je vous rappelle, c'est des mètres secondes moins 2. Alors, que va-t-on appeler par variation d'énergie potentielle de la charge? Eh ben, c'est ça, tout simplement. C'est son énergie potentielle de pesanteur à la fin, c'est-à-dire à l'instant T2, moins son énergie potentielle de pesanteur à l'instant T1. Voilà. Donc, si on va un petit peu plus loin, ça fait mg z2 à l'instant T2 moins m2g fois z, son altitude, à l'instant T1, c'est-à-dire m2g, facteur de l'altitude à l'instant final, moins l'altitude à l'instant initial. Ce qui donne finalement variation d'énergie potentielle de pesanteur égale la masse fois g fois moins hc, c'est-à-dire moins la hauteur dont est descendue la charge, c'est-à-dire ça. Voilà pour la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Une petite aide pour la question 19 maintenant. Ce qu'on appelle l'énergie mécanique de la charge, on va noter ça EM à un instant t. C'est tout simplement la somme de son énergie potentielle de pesanteur à l'instant t, plus l'énergie cinétique de cette charge à l'instant t. Donc pour rappel, l'énergie potentielle de pesanteur à l'instant t de notre charge, c'est m2 fois g fois son altitude à l'instant t. L'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse m2 fois sa vitesse à l'instant t élevée au carré. Voilà. Alors, quand toutes les forces de frottement sont négligées, quand les frottements sont négligés, l'énergie mécanique, EM, se conserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que EM à l'instant T1 sera égal à EM à l'instant T2. Voilà. Donc il suffit de traduire les choses. Ça va vous faire l'énergie potentielle à la date T1 plus l'énergie cinétique à la date T1 sera égal à l'énergie potentielle à la date T2 plus l'énergie cinétique à la date T2. Une petite aide pour la question 20. Je pense qu'il faut revenir au graphe de la vitesse. À l'instant 0, la vitesse vaut v à l'instant 0. À la fin de la phase, c'est-à-dire à l'instant tf, votre vitesse est nulle. On a une évolution de la vitesse qu'on va considérer uniforme. Voilà. On se souvient que l'air, ici, sous la courbe de la vitesse, c'est l'air sous le graphe de la vitesse, c'est le déplacement entre 0 et tf. Autrement dit, que vaut l'air sous la courbe? Bien, c'est un triangle rectangle, donc cet air vaut la moitié de ce côté-là. La longueur de ce côté-là, c'est v à l'instant 0 moins 0, multiplié par ce côté-là, c'est-à-dire tf moins 0. Et donc la moitié de ce produit-là, c'est bien l'air qu'on a ici, et c'est égal à mon déplacement. Le déplacement, c'est hv. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, ça fait 1,5, v0 moins 0, c'est v0, fois tf, puisque tf moins 0, c'est tf, égale hv. Voilà. D'où l'instant final, df, égale
Alors, le 2 qui est ici passe au numérateur de ce côté-là, ça va faire 2 fois HV, et le V0 descend au dénominateur, ici, V à l'instant 0. TF, c'est l'instant final. Comme l'instant initial, c'est 0, la durée, finalement, la durée est égale à TF. D'où mon accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est la vitesse finale, 0, moins la vitesse initiale, V de 0, sur la durée, c'est-à-dire sur TF. C'est-à-dire A égale moins V de 0 sur TF, 2 fois HV sur V0. Divisé par une fraction, c'est multiplié par la fraction inverse. Autrement dit, ça me fait moins V à l'instant 0, multiplié par la fraction inverse, c'est-à-dire V0 sur 2 fois HV. Autrement dit, au final, A est égal à moins V0 au carré sur 2 fois HV. Voilà. Une petite aide pour la question 21. Je vais vous expliquer pourquoi on vous dit qu'il faut ajouter les deux accélérations. On va tout simplement appliquer le principe fondamental de la dynamique à la charge. Autrement dit, appliqué à M2. Donc ça commence par un bilan des actions mécaniques extérieures. Ma charge va être soumise à son poids. Par rapport à l'axe des altitudes, le poids est comme ça. Le poids de la charge 2, je l'appelle P2. On vous dit qu'il y a l'action de la fourche sur cette charge. Eh bien, c'est quelque chose qui est comme ça, c'est la réaction des fourches sur la masse. Voilà, je l'appelle grand F, l'action des fourches. Et puis, il n'y a rien d'autre. Par contre, puisqu'on est en descente, le vecteur vitesse de cette charge, ce vecteur vitesse, lui, il est comme ça. Donc de la charge M2 par rapport à mon repère R qui est là. Puisque je suis en train de décélérer, mon vecteur accélération, lui, il est dans l'autre sens. Il s'oppose au vecteur vitesse. Je suis bien en train de décélérer puisque je suis parti avec une certaine vitesse pour arriver à une vitesse nulle. Donc voilà, mon vecteur accélération de G2, de ma masse M2, observé par rapport à R, mon repère galiléen, est comme ça. Donc finalement, quand j'écris mon principe fondamental de la statique, de la dynamique, pardon, appliqué à M2, je vais avoir ça. Alors P2 plus vecteur F égale M2 fois mon vecteur accélération. Si je projette sur l'axe Z, je vais avoir moins M2G plus norme de F égale M2 fois mon vecteur accélération. Alors, le vecteur accélération en projection sur mon axe, on voit bien qu'on est dans le même sens. Donc ça va me donner, je vais l'appeler petit a1, comme dans l'énoncé, avec a1, qui devrait être positif. Alors dans l'énoncé, vous allez avoir a1 qui est négatif. Je vais mettre valeur absolue de a1 pour avoir absolument eh bien, oui, quelque chose de positif. Voilà. Donc du coup, norme de F va être égale à M2, valeur absolue de A1, plus M2, G. Je mets M2 en facteur, de valeur absolue de A1, plus G. Voilà. Voilà pour l'explication de ce qui vous est demandé de faire dans la question 21.